Bonjour à tous et bienvenue dans ce club francophone, votre nouvelle émission consacrée aux livres et à la francophonie. Vous allez vous informer, réfléchir et rêver avec nous, on l'espère. Aujourd'hui, c'est un grand artiste et écrivain créole qui nous emmènera dans son atelier à Paris. Roland Brival partage son temps entre sa Martinique natale, la capitale française et le sud de la France. Son univers va vous fasciner. Les Français de la métropole ne s'intéressent aux Antilles que pendant l'été. C'est-à-dire qu'on y va, c'est les vacances. Mais, ou l'hiver surtout, oui, parce que... Mais jusqu'à aujourd'hui, qui s'intéresse vraiment à la psychologie de ces personnages, de ces gens, leur intériorité, leurs problèmes? C'est assez rare. Les mots qui nous consolent ou qui nous donnent quand ils nous font défaut. Les mots qui nous désarment ou qui font de nous des rois fous de nigo. Notre club de lecture avec des passionnés de livres, dont un jeune lecteur lycéen tout à l'heure. Un focus sur l'actualité littéraire francophone et les pépites des libraires. Un libraire aura 3 minutes pour nous convaincre, me convaincre aussi, de lire 2 pépites, tout genre de livres confondus. Et on ouvre cette émission avec justement ce club de lecture. La Martinique est à l'honneur aujourd'hui avec un événement devenu incontournable. Bonjour Janine Trace. Bonjour Emmanuel Carrade. Vous êtes avec nous en duplex pour le festival En Pays Rêvé qui se déroule au Diamant, votre ville, mais aussi à travers toute l'île. C'est un festival de littérature qui est itinérant, c'est ça ? Absolument, c'est un festival qui se déroule dans les lieux emblématiques de la Martinique et aussi dans les établissements scolaires du second degré. Alors, on va en parler, effectivement, parce que ça, c'est très important. Il y a une grosse mobilisation des établissements scolaires. Juste avant, des invités prestigieux qui viennent chaque année. On a pu y croiser Dany Laferrière, Alain Mabankou, Christiane Taubira, Véronique Ovaldé, Natacha Pana et plein d'autres. C'est vraiment un rendez-vous qui fédère tous les auteurs francophones aujourd'hui, on peut dire ça, hein ? Oui, je pense que les auteurs sont extrêmement contents de participer à ce festival et d'aller à la rencontre du public scolaire qui est très friand de littérature et qui attend toujours avec impatience l'arrivée des auteurs. Alors, pas que les scolaires, je sais que vous vous occupez des scolaires, mais il y a des conférences. Il faut savoir qu'à travers toute la Martinique, les auteurs vont dans plusieurs villes et vont participer à des conférences. Parfois, ça se passe tard le soir, ça se passe en plein air, dans des amphis, dans des universités. Vraiment, c'est le rayonnement total. Oui, le festival se déplace dans de très beaux endroits de la Martinique, des romeries, anciennes sucrières, et organise des débats autour de thèmes très spécifiques et souvent très liés à l'histoire de la Martinique, mais aussi sur d'autres thèmes qui intéressent beaucoup de personnes et qui sont modérés par des journalistes qui assurent le bon fonctionnement du débat. Et ce festival, donc vous l'avez compris, joue un grand rôle pour l'accès à la littérature en milieu scolaire. Alors vous emmenez tous les auteurs dans les collèges et lycées. Comment ça se passe? Quels sont les retours, Janine Trace? Alors, le festival est terriblement attendu par les professeurs de littérature, de langues étrangères, d'art plastique, car l'offre culturelle n'est pas très très grande et le festival permet aux élèves de rencontrer des auteurs, d'échanger avec eux, de démystifier ce que c'est qu'être un écrivain. Et même de faire des productions littéraires avec les auteurs, de leur poser un tas de questions. Ouais. Dans ce club francophone, Janine, nous donnons la parole aux lecteurs, aux clients des librairies que l'on n'entend jamais dans les émissions. Quel est le livre, vous, qui a illuminé votre vie pour conclure? Alors, très jeune, j'ai lu Antigone de Jean Anouilh. Ah, et oui. C'est un livre qui m'a... Alors, j'en ai lu bien sûr beaucoup d'autres après, mais celui-là m'a suscité une émotion absolument inoubliable. Voilà, cette héroïne m'a touchée, je m'y suis probablement reconnue. Ah, oui. Et ça m'a énormément portée dans la vie. Aujourd'hui encore, vous pensez à Jean Anouilh, à Antigone? Non, plutôt dans les jeunes années. Dans les jeunes années, voilà. Ceux qui liront ce livre, ceux qui connaissent ce livre, ou si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi Janine dit dans les jeunes années. Merci. Merci Janine Trace, merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt Janine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Et avant de partir à Paris, dans l'atelier de Roland Brival, l'artiste et écrivain pluridisciplinaire qui chantera pour nous au piano, place aux pépites des libraires. Une séquence qui met en valeur un libraire francophone qui a 3 minutes pour nous convaincre de lire 2 de ses pépites dénichées dans sa librairie. Et on retrouve aujourd'hui Josiane Letourneau de la librairie Mediapol à Montréal. Bonjour Josiane. Bonjour Emmanuel. Comment ça va à Montréal ? Ça va très bien, c'est magnifiquement beau. Parfait. Allons-y alors pour notre petit jeu de la séduction. Vous avez 2-3 minutes pour nous convaincre de livres de votre choix, 2 pépites que vous avez en librairie. On commence par quoi ? C'est parfait. Alors, je commence avec une pépite très chère à mon cœur parce que c'est le 3e recueil de poésie chez La Peuplade de Marie-Hélène Voyer qui nous avait donné Exploit du tas et Mourons des champs. Et elle continue avec son histoire des femmes. En fait, elle nous offre une sorte de recueil choral où 5 ouvrières vont nous raconter en fait leur quotidien. C'est une poésie qui est frontale, passionnée, toujours aussi brillamment menée par le talent de Marie-Hélène Voyer. Et en fait, ces ouvrières-là vont nous raconter les défis d'être ouvrière dans l'effort de guerre, d'être ouvrière un peu oubliée de l'histoire, de la grande histoire. Alors, c'est vraiment un recueil hyper touchant, rugissant, qui rit aussi en même temps, parce que c'est de ces femmes-là qui ont énormément de volonté et de résilience. Alors, c'est magnifique. C'est vraiment un très, très beau recueil que je vous présente. D'accord. Rugissant, ça, c'est convaincant. Très bien. Bon, j'irai lire Marie-Hélène Voyer, que je ne connais pas. Et malgré les petits problèmes de son qu'on a avec vous, vous arrivez à nous convaincre. C'est gagné. 2e livre, avec un livre de voyage, je crois. Bien, en fait, c'est pas un guide de voyage. C'est tout son de voyage. Et en fait, c'est Côte-Nord. En fait, Côte-Nord, une visite guidée sur la 138 par Guillaume Hubermont, qui est en fait chez les éditions Parfum d'encre. C'est en fait un voyage qui va nous amener à partir de Tadoussac jusqu'à Blanc-Sablon, parce que la 138, en fait, c'est la seule route qui peut nous mener sur la Côte-Nord. Et Guillaume Hubermont a fait un super beau travail. C'est un journaliste, c'est en fait un animateur radio, et il va nous faire parcourir la 138 avec lui. Il va nous raconter son histoire familiale. Il va nous faire découvrir, en fait, à travers la photo, à travers les illustrations, ce paysage-là, ce territoire-là qui est magnifique, qui est méconnu, qui est un peu isolé, mais qui vaut absolument la peine d'être. Oui, alors j'allais dire, si on ne connaît pas la 138, la route 138, qu'on n'est pas au Québec, pas sûr que ça plaise aux lecteurs, si ? Non, mais je pas vous dis, on se promène sur la rive nord. En fait, on fait le voyage avec lui. Puis à travers des anecdotes, on familiarise. C'est vraiment un super beau livre, en fait, qui n'a rien à voir avec les banals guides touristiques. Très bien. Allez, ça passe. Merci Josiane Letourneau. Nous laisserons sur Internet les références de vos choix. Je rappelle que vous êtes libraire à Montréal dans la librairie Mediapol. À bientôt, Josiane. Oui. À bientôt. À la prochaine. Et voici le grand entretien reportage de la semaine. On part dans un quartier populaire à l'est de Paris. Aujourd'hui avec Roland Brival. On dit que c'est une sorte de Jean Cocteau antillais, touche à tout, doué dans tous les domaines. Bonjour Roland Brival. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici à Paris dans votre atelier. Nous allons parler dans ce club francophone de votre nouveau roman, Les derniers jours de Richard Wagner. Avant d'aller voir votre pianiste, pas très loin d'ici, on va se retrouver autour d'un piano. Mais avant cela, on est dans votre atelier, ici, avec la pluie parisienne évidemment qui tombe. On entend quelques gouttes. Il y a vos œuvres autour de nous. Mais je vous ai entendu dire, je suis écrivain avant toute chose. Oui, c'est vrai. L'écriture, c'est le potomitan. C'est vraiment l'axe central de mon activité artistique. Parce que, en fait, l'écriture, je pense que c'est la forme d'art la plus exigeante. En peinture, même quand on ne connaît rien en peinture, vous badigeonnez une toile de rouge, ça déclenche une émotion. Oui, c'est vrai. Vous savez pas jouer du piano, vous touchez une note, il y a une émotion. Moins. Mais créer une émotion à partir de petits bâtons, de petits signes qui s'alignent sur une page, ça c'est une autre histoire. Donc voilà. Alors votre mère était relieuse en plus, Absolument. Relieuse de livres, Oh, je vois dans vous... une bibliothèque extraordinaire, qui est la bibliothèque Schellcher, à Fort-de-France, en Martinique. Oui, si vous connaissez cette bibliothèque, vous savez de quoi je parle. Ouais. Et votre vie, elle commence là-bas, parce que vous vivez en Martinique, votre maman part à Paris
pour relier des livres, toujours. Donc vous la suivez à l'adolescence, je crois. C'est ça. Puis vous faites la fac de droit. Et à la fac de droit, vous découvrez le théâtre. Absolument, ouais. Du coup, vous rentrez à Martinique, montez une pièce. Oui, enfin, oui, ça s'est un peu déroulé comme ça. C'est-à-dire que... En rapide, ça donne ça. Oui. Le droit, c'est un travail précis sur les conventions, les règles qui s'appliquent dans une société, mais elles s'appliquent à quel genre d'individu? Donc il y a un rapport là qu'il faut établir, et donc je me suis penché sur la question de l'homme qui reçoit cet enseignement, c'est-à-dire au départ moi, puis les copains qui sont venus, et on a commencé à discuter de tout ça, et le théâtre s'est ouvert, les portes se sont ouvertes. Vous avez une idée de pièce, La Bête à cornes. Absolument, un peu expérimentale. Tout à fait. Vous montez un collectif qui s'appelle Bois ou Bois. Et ce collectif va faire plein de choses. Alors ça, c'est un atelier de création, Bois. Parce que les Antilles, à l'époque, elles avaient besoin de bases, de fondamentaux. Par exemple, il n'y avait rien pour le théâtre ou pour les enfants, ça n'existait pas. La musique pour les enfants, ça n'existait pas non plus. Le théâtre expérimental non plus, les marionnettes, tout ça. Donc il a fallu se pencher sur la culture antillaise et essayer de comprendre ce qui manquait pour qu'on puisse installer les trous entre les pointillés pour tracer une ligne. Vous essayez tout. Vous êtes marionnettiste même, à un moment. Vous faites des stages de marionnettes aussi. Il a fallu apprendre, parce qu'en fait, la marionnette, c'est un art que j'ignorais totalement. Et à l'occasion du passage d'une troupe de marionnettes aux Antilles, je suis allé les voir. J'ai regardé les méthodes, tout ça, et ça ne m'inspirait pas vraiment. Donc j'ai décidé de partir sur une proposition différente, créer des marionnettes avec des végétaux, les bambous, les calebasses, tous les produits naturels du pays, pour en faire une chose qui ressemblait un peu à notre environnement, quoi. Voilà. Alors depuis, vous avez publié une trentaine d'ouvrages, Roland Brival, chez Mercure de France, chez Gallimard, chez Phébus, chez Lattès. Vous avez fait plein de grands éditeurs, une dizaine d'albums musicaux aussi, enfin c'est considérable. Et ce qui est très étonnant, c'est que vous êtes très peu exposé médiatiquement. Est-ce que vous pensez, Roland, que c'est dû à la conscience de la présence antillaise dont vous parlez, ce manque de conscience qu'ont les Français de métropole, et peut-être par snobisme, peut-être par dédain aussi, on a souvent négligé les artistes de l'outre-mer au profit des artistes parisiens. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est un rapport qui s'établit dans le registre de la colonisation, qu'il a fallu aujourd'hui démonter, bien entendu, mais au départ, les Français de la métropole ne s'intéressent aux Antilles que pendant l'été. C'est-à-dire qu'on y va, c'est les vacances. Ou l'hiver surtout. Parce que... Mais jusqu'à aujourd'hui, qui s'intéresse vraiment à la psychologie de ces personnages, de ces gens, leur intériorité, leurs problèmes? C'est assez rare. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut parler d'une certaine forme, entre guillemets, de racisme culturel. Alors ça change un peu. Vous avez eu un éclat de lumière. Un jour, Roland Brival, c'était l'été 2024, avec les Jeux Olympiques de Paris, avec cette chanteuse lyrique qui s'appelle Axel Saint-Cyrel, qui interprète la Marseillaise sur les toits de Paris. Et là, vous dites, pour moi, ça a été une révélation, c'est un choc pour moi, ça. Ça a été un choc, parce qu'il faut quand même imaginer les Antilles dans son évolution culturelle, lente, poussive, mais quand même qui avance. L'art lyrique, c'est l'un des sommets de cette histoire, de cette pyramide. Et découvrir tout à coup que nous y étions, nous avions notre place, que quelque chose se passait à ce niveau-là, ça a aussitôt alerté mes petites... Voilà. Oui, c'est un signe fort, ça vous a marqué. C'est un signe fort. On va parler de votre nouveau roman. On va aller dans un autre atelier, l'atelier d'écriture. Juste un mot sur cette toile avant qui est en composition en ce moment. Elle est un peu d'inspiration japonaise. Je dirais que c'est une toile zen. Ce genre de peinture, il ne faut pas chercher à voir quelque chose, une silhouette ou quoi que ce soit. Il faut simplement s'installer devant et laisser son cerveau voyager, ses yeux voyager, jusqu'à un moment où tout à coup on voit émerger des choses qui ne sont pas spécialement liées à une forme particulière, mais qui vous déclenchent une émotion, un rapport de contemplation. Voilà. Voilà, ce roman, Les derniers jours de Richard Wagner. Roland Brival, on est arrivé à votre table d'écriture. C'est ici que tout se passe. Absolument. C'est ici que vous avez écrit ce livre-là. Tout à fait.
Et ça commence avec une sorte de clin d'œil, en fait, parce que tout commence en substance du côté de la bibliothèque de Oui, Schellcher. la bibliothèque Schellcher, effectivement. Parce qu'on découvre un manuscrit. Tout à fait. En fait, le pitch de ce roman, c'est l'automne 1882, Wagner arrive à Venise, il est malade. Il a eu une crise cardiaque, il est très affaibli. Donc sa famille décide de recruter un valet qui va s'occuper de lui uniquement de manière exclusive. Et en fait, on embauche un valet qui d'origine martiniquaise. Ancien esclave. Ancien esclave. Et il est à Venise, lui, pour petit séjour de villégiature, c'est des vacances, et il apprend que Wagner est là. C'est un bruit qui s'est répandu dans toute la ville, et qu'on lui cherche un serviteur. Alors, lui qui a des rudiments d'allemand et d'italien, il se présente là-bas, et il est embauché. Donc, il va se retrouver dans l'intimité de Wagner pendant des semaines et des mois, histoire de veiller sur lui. Et il laisse des traces. Et ça laisse des traces, parce que petit à petit, une relation s'établit entre ces deux hommes. Bon. Et à la mort de Wagner, quelques temps plus tard, cet homme décide de rédiger ses mémoires et de raconter ce qu'il a vécu près de Wagner. Et ce manuscrit se retrouve, par un concours de circonstances assez improbable, dans les archives de la bibliothèque Schellcher en Martinique. Sauf que pas trop raconter, mais c'est vrai que les derniers jours de la vie de Wagner, c'est important, Roland Brival, parce que c'est une histoire de rédemption aussi. Tout à fait. Notamment le côté antisémite de Wagner, antisémite avéré, qui finalement va revenir sur ses positions, va s'excuser presque à la fin de sa vie. Tout à fait, parce que alors beaucoup de gens, spécialistes, ont déclaré que les regrets de Wagner étaient artificiels, qu'il l'a fait par intérêt pour protéger son œuvre, mais en fait, on a oublié de penser que Wagner se sait proche de la mort désormais. Ouais. Et que ça, c'est un rapport qui change tout. Et que le portrait qu'il a laissé de lui de manière officielle dans sa biographie est une biographie qui a été façonnée un peu de toutes pièces, contrôlée par sa femme Cosima, etc. Et lui veut écrire une biographie qui soit vraie. On apprend plein de choses aussi dans ce roman. Par exemple, c'est un novateur. Il imagine des choses, Wagner. Il est précurseur. La fosse d'orchestre, par exemple, c'est lui. Absolument. Enfin, c'est lui. C'est pas le livre, c'est Wagner. Tout à fait. Et c'est resté. Et c'est resté, mais il y a encore d'autres choses. L'invention du leitmotiv, par exemple. C'est-à-dire qu'un personnage dans un opéra de Wagner a une mélodie qui lui correspond. Bon. Ensuite, dans le cours de l'opéra, il peut arriver que cette mélodie revienne alors que le personnage n'est pas là. Mais ça a une intention par rapport au dialogue. Donc, cette manière de faire, qui est tout à fait nouvelle, va se produire jusqu'à aujourd'hui, parce que si vous regardez les séries, les films, etc., la musique et le travail de Wagner est très souvent là, en souterrain. Et vraiment, donc c'est un homme qui a une influence jusqu'à aujourd'hui, et c'est quand même assez considérable. Et donc, il était intéressant d'aller fouiller pour aborder ce débat, pour savoir vraiment qui est cet homme. On va aller voir un autre grand homme, un grand musicien, un grand pianiste, qui habite pas très loin de chez vous. Tout à fait. Et on va parler de musique. Absolument. Allez, je vous le laisse là. On y va. On y va. Voilà, Roland a mis sa casquette d'artiste et nous sommes arrivés juste à la frontière, à la limite de Paris. On est au Pré Saint-Gervais avec un grand pianiste de jazz, c'est Rémi de Cormeilles. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici avec Roland. Roland, vous allez nous présenter Rémi parce que vous avez voulu absolument qu'on le rencontre.
Et vous avez raison. Parce que nous avons une complicité qui dure déjà depuis quelques années et qui nous a amené à faire un disque ensemble, dont on a composé les musiques ensemble, j'ai écrit les textes, tout ça. Bon, donc Rémi, c'est vraiment un compagnon de route pour ce qui me concerne, parce qu'il a d'autres activités musicales, mais dans mon parcours, c'est le pianiste avec qui je travaille depuis des années, voilà. Alors la musique, c'est une partie de votre vie. Roland, vous avez même inventé un style musical, le blues créole. C'était lors d'une collaboration avec Cassave, je crois. Oui, avec Pierre-Édouard Décimus de Cassave. Et là, vous vous dites, mais en fait, ce qu'on fait, c'est du blues. Oui, absolument. Et ça, simplement, au lieu de chanter en anglais, ça se chantait en créole. Mais en réalité, c'est la même histoire qui amène cette musique. Eux, ils ont ce que j'appelle le cotton blues. Moi, ici, aux Antilles, on a le sugarcane blues, voilà. Donc, le blues de la canne à sucre. Et on a travaillé dans ce sens-là. C'était une collaboration très, très intense, en tête-à-tête, dans une petite cave où on avait monté un son, voilà. Vous dites d'ailleurs que les Antilles, c'est le chaînon manquant entre les États-Unis et l'Europe. Absolument, tout à fait. C'est la place que nous occupons, aussi bien dans la musique que je pense dans la littérature d'ailleurs, et dans tout le reste. Et puis de là, à partir du blues créole, on en est arrivé au jazz créole. J'ai donc aussi impulsé depuis très longtemps ce mouvement, notamment avec un album qui s'appelle Creole Gypsy, qui est devenu un album culte aujourd'hui, j'en suis très fier. Et donc voilà, c'est une démarche qui prend ses origines depuis les Antilles pour essayer d'établir justement cette relation entre ces deux hémisphères, l'Europe et les États-Unis. Rémi Le Cormel, vous êtes d'accord avec ça? En tant que musicien de jazz, les Antilles, c'est le chaînon manquant? Alors, je ne suis pas spécialiste comme Roland. Hein. De toute façon, le jazz, il est encore d'actualité, hein, toujours, enfin en mouvement, en création, et c'est une maison très ouverte qui s'est toujours inspirée de métissage. C'est le principe. Le principe du jazz, c'est le métissage, justement. Dans la culture antillaise, il y a un paradoxe. La littérature, et vous le concédez d'ailleurs, hein, la littérature est très sophistiquée. C'est une écriture très sophistiquée. Il faut juste essayer, en tout cas avec des mots simples, d'avoir un style. C'est ce à quoi s'emploient la plupart des écrivains antillais. Et en même temps, la musique, elle est presque simple, c'est-à-dire qu'elle est dans une forme dansante, dans une forme populaire. Et on a l'impression vraiment qu'entre ces deux styles culturels, entre ces deux genres, il y a une marge, il y a un chaînon manquant, comme vous dites. Lorsque j'ai créé justement le blues créole, c'était pour répondre à ce que j'estimais être un manque. C'est-à-dire que dans la musique antillaise, en général, on n'a pas de musique d'écoute. Toute la musique n'est faite que dans le processus de la danse du corps. Donc, alors que par exemple, ça se passe très différemment en Haïti, dont la culture n'est pas si différente de la nôtre, en dehors de quelques éléments. Donc du coup, il fallait aussi créer cette forme de musique dans laquelle les gens, tout à coup, s'asseyent et puis écoutent des choses et puis s'en trouvent bien. Et là, il y avait effectivement un manque à combler, donc on est parti dans cette direction. Et aujourd'hui, ce que j'écris sont des musiques aussi pour l'écoute, quoi, comme un public de jazz qui s'installe et puis qui écoute de la musique. Bon, vous allez nous jouer quelque chose. Vous êtes au piano, il y a un micro derrière, vous êtes obligé. Ok, on va se faire un petit extrait d'une chanson qui s'appelle « Les mots qui dansent » et qui me paraît être une belle porte ouverte pour ce que signifie la littérature. Au bord de la frontière, les mots qui charrient dans nos veines le pollen des rivières, les mots cassés, les mots fragiles, les mots qui nous révèlent à nos propres mystères, les mots de nos ivresses, de nos visières, les mots de nos paradis ou de nos enfers. Les mots qui nous enchaînent ou qui nous emmènent les beaux fils de l'eau. Les mots qui nous consolent ou qui nous donnent quand ils nous font défaut. Les mots qui nous désarment ou qui font de nous des rois fous du nigo. Les mots qu'il faudrait pour mais que je n'ose pas te dire, alors j'y vais mollo. Les mots se comportent comme l'escargot, sa coquille sur le dos. Les mots qui nous trahissent, nous égarent et nous mènent en bateau.
Roland Brival, chanteur, avec la casquette du chanteur. Merci beaucoup Roland. C'était un grand plaisir de vous retrouver ici dans votre univers. Merci Rémi de Cormeilles de nous avoir accueillis dans ce lieu magnifique dans lequel vous avez la chance de vivre entre le noir et le jaune et vous êtes assorti, c'est parfait. À bientôt Rémi, je souhaite une longue carrière. Votre nouveau roman, donc Les Derniers Jours de Wagner, c'est chez Caraïbes Éditions. Absolument. Et si vous croisez sur votre route Roland Brival dans une salle de concert, dans un club ou quoi, allez-y, ça vaut le détour. Merci Roland, à Merci. bientôt. Chaque semaine, dans cette émission, nous invitons un lycéen qui vous conseille un livre de son choix, toutes catégories et tous genres confondus. Liberté totale, c'est important, la liberté. Aujourd'hui, nous accueillons Maëna. Bonjour Maëna. Bonjour Emmanuel. Tu es en classe de terminale au lycée Albert Ier à Monaco. Quel livre as-tu choisi pour nous ? J'ai choisi Courir avec des ailes de géant de Hélène Montardre, Ouais. donc édition Rago. Et qui, Rajo. Mm. Et donc ce livre m'a beaucoup inspirée parce qu'on voit l'émancipation du personnage principal qui a 8 ans et qui a malheureusement perdu son père lors d'un accident d'avion et qui avait la passion de courir avec son père. Donc il a continué quand même à courir tous les jours. Et son grand-père maternel a décidé de l'inscrire au marathon de Sydney. Donc Ça se passe en Australie ? Ça passe en Australie. Et elle a sorti et elle a réussi. Elle a gagné le marathon. Et elle a vu son grand-père maternel et son grand-père paternel. Et c'était pour lui une délivrance. Et elle a fait pour son père, quoi, pour rendre hommage. En voyage avec ce livre, Oui. on visite un peu Sydney. Tu as appris des choses sur l'Australie ? Le signe emblématique, l'animal emblématique, c'est le koala, comme on connaît tous. Ouais. Et l'Australie fait partie du Commonwealth, donc c'est une relation avec le Royaume-Uni qui est toujours en lien encore. Non, tout ça, c'est dans le livre. Toujours, oui. Mais qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? Parce que je sais que tu l'as lu plusieurs fois. Pourtant, c'est un livre qu'on peut lire à partir de 10 ans. Toi, tu l'as lu à 15 ans. Aujourd'hui, tu en as à peu près 17. Tu l'as relu à nouveau. C'est l'histoire familiale qui t'a touché ? Qui a évoqué des choses en toi ? Je crois que c'est aussi l'histoire familiale, mais surtout c'est que l'espoir de Glenn, le personnage principal, dire que même s'il a perdu son père, il va quand même continuer la passion de courir et il n'a pas laissé tomber ses bras. Dire qu'il va quand même courir pour rendre hommage à son père, dire que même s'il est à côté de moi, j'entends sa voix tourner dans ma tête, dire que va courir, cours. La vie continue même si on a perdu ses parents. C'est un peu ça le Toujours. message aussi. Ouais. Même si on garde quand même en soi leur hommage quand même, mais Bien sûr. toutes les actions, c'est pour rendre hommage à ses parents ou à ses grands-parents ou une famille proche en soi. Et on apprend des choses sur la course à pied, du coup. Sur la course à pied surtout, c'est Tu que cours, toi, tu fais du je jogging. cours un peu, pas en marathon, mais plutôt en sprint. Mais oui, j'essaie de courir, de rester en forme, quoi. Mais je suis pas professionnelle, mais oui, j'essaie de courir quand Ça même. peut se faire à tout moment. Bon, merci beaucoup, Maëna. Merci, Merci, et je te souhaite une belle année scolaire, le bac en poche j'essaierai. et la mention, évidemment. Bien sûr. On y croit, tu viendras nous dire. Merci à toi. Un dernier conseil de lecture avec ce roman très intimiste signé Anne Goscinny. 1000 façons d'aimer est l'un des livres les plus tristes que j'ai lus dans ma vie, je vous assure. Mais c'est très beau. Il y a des passages merveilleux, des petites phrases très poétiques. L'autrice, qui est la fille du papa d'Astérix, René Goscinny, raconte la mort de son meilleur ami. C'est une histoire d'amour avec un garçon de son âge, sans désir, sans ambiguïté sexuelle. C'est son frère choisi, comme elle dit. Elle aura dû attendre 30 ans pour écrire ce livre, tant sa mort était difficile à formuler. C'est bouleversant, mais malgré tout plein de lumière. Anne Goscinny, 1000 façons d'aimer, c'est aux éditions Grasset. Et nous serons bientôt avec Anne en entretien reportage du côté de Nice, dans un lieu inattendu, vous verrez. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cette émission vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et en podcast. Faites passer le message. Merci à toute la formidable équipe qui m'accompagne. Bon week-end et bonne semaine à vous tous. À la semaine prochaine.